Cet homme a réussi à capturer une vidéo incroyable de Bigfoot. Il a regardé la caméra sans se rendre compte qu'il était filmé. Regardez ça. La famille Thompson chassait dans les forêts du nord-ouest Pacifique depuis 1887, date à laquelle Jeremiah Thompson, l'arrière-arrière-grand-père de Marcus, était arrivé sur le territoire de Washington avec pour seul bien une carabine Winchester et la détermination de se tailler une vie dans la nature sauvage. La nature sauvage. Les récits transmis de génération en génération parlaient d'une autre époque où les forêts étaient infinies, le gibier abondant, et où les hommes vivaient grâce à leur connaissance de la Terre plutôt que de coordonnées GPS et de prévisions météo par satellite. Marcus Thompson avait hérité de bien plus que le nom de famille. À 57 ans, il portait dans sa carrure burinée la sagesse accumulée de 5 générations de chasseurs. Son grand-père, William Thompson, lui avait appris à lire les traces alors qu'il était à peine assez grand pour voir par-dessus les buissons de ronces remarquables. Son père, Robert, lui avait montré les vallées secrètes où les wapitis de Roosevelt se rassemblaient pendant le rut, des lieux qui ne figuraient sur aucune carte, mais qui étaient gravés dans la mémoire collective de la famille. Mais Marcus avait aussi hérité des histoires, celles que l'on racontait à voix basse autour des feux de camp mourants, quand la nuit se faisait oppressante et que la forêt semblait écouter. Des histoires de choses vues, métues, de vallées où même les chasseurs les plus endurcis ne s'aventurèrent pas seuls. De sons qui n'appartenaient à aucun animal répertorié dans les guides exhaustifs du département de la pêche et de la faune. Son grand-père, William, avait été particulièrement catégorique sur certaines zones. « Il y a des endroits, » avait dit le vieil homme, le regard perdu dans ses souvenirs, « où ce n'est pas le super-prédateur qui règne, où quelque chose d'autre revendique sa suprématie. Les hommes intelligents reconnaissent ces frontières et les respectent. » Marcus avait écarté ces avertissements, les considérant comme des superstitions d'une autre époque. C'était un chasseur moderne, équipé de pièges photographiques à vision nocturne, de fusils capables d'abattre un wapiti à 400 yards et de GPS qui pouvaient le guider hors de n'importe quelle étendue sauvage. Il croyait en ce qu'il pouvait voir, mesurer et prouver. Pour lui, la forêt était un lieu connaissable, complexe certes, mais ultimement compréhensible par une observation attentive et une compréhension scientifique. Cette conviction allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière qui ébranlerait les fondements mêmes de sa vision du monde. La nature sauvage en mutation. Octobre 2023 trouva Marcus en pleine préparation pour ce qui pourrait être l'une des dernières grandes opportunités de chasse dans l'ouest de l'État de Washington. La zone de gestion de la nature sauvage de Copper Creek, une étendue de 50 000 acres de forêt primaire au nord-est du Mount Baker, était fermée à la chasse depuis 2013 en raison de préoccupations concernant le rétablissement des populations de faune. Ce moratoire d'une décennie avait fonctionné. Les études indiquaient des populations florissantes de wapitis, de cerfs à queue noire, d'ours noirs et même l'orignal occasionnel descendant de Colombie-Britannique. Le département de la pêche et de la faune de Washington, WDFW, avait annoncé un système de loterie limité pour la saison 2023. Seuls 50 permis seraient délivrés pour toute la zone avec des quotas stricts et des zones désignées. Marcus, avec son dossier de chasse impeccable et ses contributions aux efforts de conservation, avait été l'un des rares chanceux à recevoir un permis. Mais le permis était assorti de restrictions inhabituelles. Certaines vallées au sein de la zone de gestion étaient interdites d'accès,
marquée sur les cartes fournies par des hachures rouges et simplement étiquetée comme zones écologiques sensibles. Aucune explication n'était donnée pour ces exclusions, et lorsque Marcus se renseigna au bureau du WDFW à Bellingham, les réponses furent évasives. Des zones de recherche sur la faune, avait dit un fonctionnaire sans le regarder dans les yeux. Des études en cours. Vous comprenez? Marcus ne comprenait pas, mais il accepta. Il y avait beaucoup de territoires à explorer dans les zones autorisées. Il passe des semaines à éplucher des cartes topographiques, les comparant avec des images satellites de Google Earth. Il identifia des entonnoirs naturels où le gibier était susceptible de passer, des points d'eau qui attireraient les animaux pendant les mois secs de l'automne et des zones de repos dans les bois épais où les wapitis se sentiraient en sécurité. Sa préparation était méticuleuse. Il se rendit dans un magasin de chasse spécialisé à Seattle pour moderniser son équipement, investissant dans les dernières technologies. Les pièges photographiques Reconyx Hyperfire 2 qu'il acheta étaient de qualité militaire, capables de capturer des vidéos haute définition dans l'obscurité totale grâce à une technologie infrarouge avancée. Le vendeur, un jeune homme nommé Derek, qui passait manifestement plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à chasser, lui avait expliqué avec enthousiasme les caractéristiques de l'appareil. Ces petites merveilles peuvent détecter des signatures thermiques à 150 pieds, avait dit Derek, les yeux brillants de ferveur technologique. La vitesse de déclenchement est de 0,2 secondes, plus rapide qu'un clignement d'œil. Et l'infrarouge est complètement invisible pour la faune. Ils ne sauront jamais qu'ils sont observés. Marcus avait hoché la tête, ne pensant qu'au wapiti trophée qu'il espérait documenter. Il n'avait aucune idée que ces caméras captureraient bientôt quelque chose de bien plus extraordinaire que n'importe quel gibier. Marcus effectua son premier voyage de repérage le 5 octobre, conduisant son Ford F 250 usé sur des chemins forestiers de plus en plus accidentés, jusqu'à ce que même le 4x4 du camion ne puisse plus franchir les pistes envahies par la végétation. Il se gara près d'un pont, emporté par les eaux, au-dessus de Copper Creek, le torrent dévalant encore avec force suite aux pluies récentes. À partir d'ici, ce serait à pied uniquement. La randonnée fut un rappel de la raison pour laquelle cette région était restée relativement intacte. Le terrain était impitoyable. Des crêtes abruptes couvertes d'un sous-bois dense, des ravins obstrués par des buissons d'aralie épineuses capables de percer même les vêtements épais, et des traversées de ruisseaux rendues périlleuses par des rochers glissants couverts de mousse. Marcus avançait d'un pas régulier mais prudent, son sac à dos chargé de matériel de camping, d'équipements de surveillance et de 2 de ses nouveaux pièges photographiques. À mesure qu'il montait plus haut dans les montagnes, la forêt changeait. Les jeunes forêts près des routes laissaient place à une véritable forêt primaire, avec d'immenses sapins de Douglas et des tuyas géants de Californie qui se dressaient là depuis des siècles. Le sous-étage s'ouvrait, le sol de la forêt tapissé de mousse et de fougères. Des rayons de soleil pénétraient la canopée en faisceau digne d'une cathédrale, illuminant un air chargé de pollen et de grains de poussière. C'est dans ce décor primordial que Marcus le sentit pour la première fois, une sensation qu'il aurait plus tard du mal à décrire. Ce n'était pas exactement de la peur, ni la vigilance normale que tout homme des bois expérimenté maintient en territoire d'ours. C'était plus subtil, une conscience d'être observé, le sentiment que la forêt elle-même prenait note de sa présence. Il s'arrêtait fréquemment pour scruter les flancs des collines environnantes avec ses jumelles, mais ne voyait rien d'inhabituel. Pourtant, le sentiment persistait. Les mots de son grand-père résonnaient dans sa mémoire.
La forêt a des yeux, mon garçon. Parfois, ils ne font que regarder. Parfois, ils avertissent. Marcus chassa ce sentiment et se concentra sur sa tâche. Il trouva ce qu'il cherchait dans un petit bassin où 3 crêtes convergeaient. Une piste de gibier évidente suivait le ruisseau, montrant des traces fraîches de cerfs et de wapitis. Mieux encore, il trouva une souille, une dépression boueuse, où les wapitis se roulaient pour se couvrir de boue afin de se protéger des insectes. Les bords montraient une utilisation récente, avec des traces indiquant au moins un mâle adulte. Il installa sa première caméra sur une robuste pruche surplombant la souille, en prenant soin de dégager les branches qui pourraient déclencher de faux enregistrements. Il plaça la seconde caméra le long de la piste de gibier principale, face à un goulet d'étranglement naturel entre 2 énormes troncs d'arbres tombés. Satisfait de ces placements, il établit son camp à proximité, prévoyant d'explorer davantage le lendemain. Cette nuit-là, allongé dans sa petite tente, écoutant les bruits de la forêt, Marcus remarqua quelque chose d'étrange. Le chœur nocturne habituel, le ululement des chouettes, le bruissement des petits mammifères, le brame lointain d'un wapiti, semblaient assourdis. Plusieurs fois, il crut entendre quelque chose bouger à l'extérieur de son camp, tournant à distance, mais chaque fois qu'il ouvrait discrètement la fermeture éclair de la tente pour regarder, sa lampe frontale ne révélait que des ombres et des branches qui se balançaient. Au cours des 2 semaines suivantes, Marcus fit 3 autres voyages dans la région, pénétrant à chaque fois plus profondément dans la nature sauvage. Il cartographiait systématiquement le territoire, identifiant les habitudes du gibier et installant des caméras supplémentaires à des endroits prometteurs. Le travail était physiquement exigeant, mais profondément satisfaisant. C'était ce qui séparait les vrais chasseurs des guerriers du week-end, la volonté d'investir du temps et des efforts pour comprendre la terre. Lors de son 3e voyage, Marcus décida d'explorer plus près de l'une des zones réglementées. Il n'avait pas l'intention de violer les limites, mais il était curieux de savoir ce qui rendait ces zones spéciales. La zone désignée commençait à une formation rocheuse distinctive, une série de colonnes de basalte qui s'élevaient du sol de la forêt comme d'anciennes sentinelles. Au-delà, le terrain plongeait dans une vallée profonde, enveloppée de brume. Alors qu'il approchait des colonnes, ce sentiment d'être observé s'intensifia. La forêt ici était différente, plus vieille, plus sombre, avec des arbres d'une circonférence énorme qui semblaient avaler le son. Marcus se surprit à se déplacer plus silencieusement, ses sens en hyper-alerte. Près de la base des colonnes, il découvrit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Le sol était perturbé d'une manière qui ne correspondait à aucun comportement animal qu'il connaissait. De grandes dépressions dans la mousse suggéraient que quelque chose avait marché de façon bipède, avec une longueur de foulée qui nécessiterait une taille d'au moins 7 pieds. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce furent les marques sur les arbres, des égratignures et des branches cassées à des hauteurs de 10 à 12 pieds, bien au-dessus de ce qu'un ours pourrait atteindre, même debout sur ses pattes arrière. Marcus s'agenouilla à côté d'une des empreintes les plus claires, dans une parcelle de terre nue. Sa main paraissait minuscule à côté. L'empreinte montrait 5 orteils similaires à l'anatomie humaine, mais beaucoup plus grands et avec des proportions qui semblaient fausses. Le gros orteil était positionné davantage comme un pouce, suggérant une capacité de préhension que les humains modernes avaient perdu il y a des millions d'années. Il attrapa son appareil photo pour documenter la découverte puis hésita. Une vie de chasse lui avait appris à faire confiance à ses instincts. Et à ce moment précis, chaque instinct lui hurlait qu'il s'introduisait là où il ne devait pas être. Lentement, prudemment, il s'éloigna des empreintes et se retira en terrain plus sûr. Cette nuit-là, campant à plusieurs miles de la zone réglementée,
Marcus resta éveillé, pensant à ce qu'il avait vu. C'était un homme rationnel qui ne croyait ni aux monstres ni aux mythes. Mais ses empreintes, elles suggéraient quelque chose qui ne cadrait pas avec sa compréhension du monde naturel. Pour la première fois depuis son enfance, il sentit l'immensité de l'inconnu pressé contre les limites de ses connaissances. Le 15 octobre, Marcus revint pour ce qu'il prévoyait être son dernier voyage de repérage avant l'ouverture de la saison. Cette fois, il apporta ses 4 pièges photographiques avec l'intention de créer un réseau complet qui lui donnerait les meilleures chances de localiser des animaux trophées. 3 caméras furent placées le long de pistes de gibier établies et près de points d'eau. La 4e, celle qui allait tout changer, nécessita plus de réflexion. Il avait identifié une petite clairière où plusieurs pistes de gibier convergeaient à environ 1 mile de l'endroit où il avait trouvé les traces inhabituelles. La clairière était dominée par un immense sapin de Douglas, d'au moins 8 pieds de diamètre à la base, avec des branches épaisses qui commençaient à environ 15 pieds de hauteur. C'était parfait pour placer une caméra, assez haut pour éviter d'être détecté par les animaux méfiants, avec une vue dégagée sur toute la clairière. Marcus avait apporté du matériel d'escalade précisément à cette fin. À l'aide de poids de lancer et de paracordes, il installa une corde sur une branche solide et se hissa. L'effort était plus difficile qu'il ne l'aurait été dans sa jeunesse, mais il était encore en forme grâce à des décennies de vie en plein air. Il fixe la caméra à environ 18 pieds de haut, l'inclinant vers le bas pour capturer la zone maximale. Alors qu'il effectuait les derniers réglages, Marcus s'arrêta. De sa position élevée, il pouvait voir plus loin dans la forêt, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. À une centaine de yards de là, partiellement obscurci par la végétation, se trouvait ce qui ressemblait à une structure, des branches entrelacées selon un motif trop régulier pour être naturel. Cela lui rappela les structures de bâtons qu'il avait parfois trouvées en chassant, des formations que d'autres chasseurs rejetaient comme étant aléatoires, mais qui semblaient toujours trop délibérées pour être accidentelles. Il fut tenté d'aller voir, mais la fin d'après-midi approchait et il avait une longue randonnée pour retourner à son camion. Il note mentalement l'emplacement et finit de fixer la caméra. En descendant, il remarqua des égratignures fraîches sur l'écorce de l'arbre, des entailles profondes qui n'étaient pas là quand il avait commencé à grimper. Elles se trouvaient du côté opposé du tronc, comme si quelque chose l'avait observé et avait laissé sa marque en guise de message. La randonnée du retour se déroula sans incident, mais Marcus ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose d'important. La forêt semblait retenir son souffle à son passage, ne le relâchant que lorsqu'il fut bien loin de cette étrange clairière. Au moment où il atteignit son camion, le crépuscule tombait, et il était heureux de retourner au monde familier des routes goudronnées et des lumières électriques. Les 2 semaines suivantes mirent la patience de Marcus à l'épreuve. Il s'occupe des préparatifs pour la saison à venir, réglant sa carabine au stand de tir, organisant son équipement, étudiant les modèles météorologiques. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette clairière, aux égratignures sur l'arbre, à la structure entrevue à travers la forêt. Il se surprit à faire des recherches sur des sujets qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. Des sites d'anthropologie discutant de l'évolution humaine, des forums dédiés à la biologie de la faune, et même, de manière un peu embarrassante, des sites de cryptozoologie dont il se serait moqué quelques mois plus tôt. Les recherches en cryptozoologie furent une révélation, non pas parce qu'il se mit soudainement à croire au Bigfoot, mais à cause du volume considérable de récits historiques. Les traditions amérindiennes de tout le continent décrivaient de grands êtres couverts de poils qui vivaient dans les forêts. Les détails variaient selon les tribus, mais certains éléments restaient constants.
une locomotion bipède, une force incroyable, une intelligence dépassant la ruse animale et un évitement délibéré du contact humain. Plus intéressants encore étaient les récits modernes de témoins crédibles, des policiers, des militaires, des biologistes de la faune, des gens ayant une réputation à perdre et aucune raison de fabriquer des histoires. Beaucoup décrivaient des expériences similaires à ce que Marcus avait ressenti. La sensation d'être observé, la découverte de structures ou de traces inexpliquées, l'audition de vocalisations qui ne correspondaient à aucun animal connu. Il se plongea également dans la littérature scientifique sur les grands singes et l'évolution humaine. Il apprit l'existence du Gigantopithecus, un singe énorme qui avait vécu en Asie jusqu'à une époque relativement récente en termes évolutifs. Il lut des articles sur les Denisoviens et les Néandertaliens, des espèces cousines de l'Homo sapiens qui avaient survécu aux côtés de nos ancêtres pendant des milliers d'années. Plus il lisait, plus il réalisait à quel point notre propre histoire évolutive restait méconnue. Sarah, sa femme depuis 32 ans, remarqua sa distraction. « Tu passes plus de temps avec ces livres qu'à planifier ta chasse », observa-t-elle un soir, le trouvant plongé dans un article académique sur la locomotion des primates. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant là-bas » Marcus hésita. Lui et Sarah avaient un bon mariage, fondé sur le respect mutuel et l'honnêteté. Mais comment pouvait-il expliquer qu'il avait peut-être trouvé la preuve de quelque chose qui ne devrait pas exister, juste des indices d'animaux inhabituels, dit-il finalement. Probablement rien, mais ça m'intrigue. Sarah le connaissait assez bien pour sentir qu'il y avait plus, mais elle savait aussi quand ne pas insister. « Eh bien, ne laisse pas la curiosité l'emporter sur la prudence, » dit-elle, en l'embrassant sur le front. « Ces bois sont là depuis longtemps. Ils peuvent bien garder leur secret encore un peu. » Le 29 octobre se leva gris et bruineux, avec des nuages bas masquant les montagnes et une pluie continue qui rendrait les sentiers glissants et dangereux. Marcus avait surveillé attentivement les prévisions météorologiques, attendant exactement ces conditions. Les chasseurs expérimentés savaient que la pluie étouffait le son et emportait les odeurs, facilitant les déplacements discrets dans la forêt. Si quelque chose guettait son retour, le temps lui fournirait une couverture. Il partit avant l'aube, traversant des rues vides alors que le reste de Bellingham dormait. Les chemins forestiers étaient encore plus difficiles après 2 semaines de pluie, le forçant à passer en vitesse lente et à se frayer un chemin avec précaution autour des zones ravinées et des branches tombées. Au moment où il atteignit son lieu de stationnement, la pluie s'était intensifiée, tambourinant sur le toit du camion avec une force croissante. Marcus enfila sa tenue de pluie, un Gore-Tex haut de gamme qui avait coûté une fortune, mais qui avait prouvé sa valeur au fil des années de chasse dans le nord-ouest Pacifique. Il chargea son sac avec des piles neuves pour les caméras, sa tablette pour visionner les enregistrements, des fournitures d'urgence et son Glock 20 dans un étui de poitrine. Le pistolet de 10 mm était sa protection standard contre les ours, bien qu'il n'ait jamais eu à s'en servir. Aujourd'hui, son poids était plus rassurant que d'habitude. La randonnée fut plus longue que d'habitude. Les sentiers s'étaient transformés en ruisseaux à cause du ruissellement. Marcus se déplaçait prudemment, utilisant des bâtons de trekking pour la stabilité et faisant de fréquentes pauses pour scruter la forêt environnante avec ses jumelles. La pluie avait poussé la plupart des animaux à s'abriter, et il ne vit guère plus que le scintillement occasionnel d'une grive à collier ou la silhouette grise d'un jet de stellaire. Il vérifia les caméras dans l'ordre de leur installation, gardant la clairière pour la fin. La première caméra, surplombant un passage de ruisseau, avait capturé des images de bonne qualité. Plusieurs cerfs, une ours noire avec ses petits, et un jeune wapiti mâle prometteur pour les années à venir.
La batterie avait bien tenu, avec suffisamment de puissance pour une autre semaine d'enregistrement. La deuxième caméra, près d'une saline, avait été moins productive. Les fortes pluies avaient déclenché de nombreux faux enregistrements à cause des branches qui se balançaient au vent. Néanmoins, il y avait des images d'un beau cerf à queue noire que Marcus archiva dans son catalogue mental de la faune de la région. La troisième caméra fournit le premier indice que quelque chose d'inhabituel se passait. En visionnant les images sur sa tablette, Marcus remarqua que plusieurs enregistrements montraient des animaux, des cerfs et des wapitis principalement, manifestant un comportement d'alerte, regardant vers quelque chose hors champ, avec la posture rigide qui indiquait la présence d'un prédateur. Mais le prédateur lui-même n'apparaissait jamais. Dans une séquence, un troupeau entier de wapitis s'enfuit soudainement en panique, mais la caméra ne révéla aucune cause claire à leur fuite. Au moment où Marcus atteignit l'emplacement de la quatrième caméra, la pluie avait cessé, bien que la brume s'accrochât encore aux arbres et que la visibilité resta limitée. La clairière paraissait différente dans la lumière grise, plus isolée et primordiale. L'immense sapin de Douglas se dressait à travers le brouillard comme une créature d'un autre âge. En s'approchant de l'arbre, Marcus remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Le sol autour de la base était fortement perturbé. Pas le piétinement aléatoire des animaux, mais un mouvement délibéré et structuré. De grandes dépressions dans l'humus suggéraient que quelque chose s'était tenu là pendant de longues périodes, déplaçant son poids d'un pied à l'autre d'une manière distinctement bipède. Plus troublante encore étaient les marques sur l'arbre lui-même. Des égratignures fraîches couvraient l'écorce du niveau du sol jusqu'à près de 15 pieds, bien plus haut qu'il ne pouvait atteindre même avec son matériel d'escalade. Certaines égratignures formaient des motifs qui semblaient presque délibérés, comme des symboles ou des marqueurs rudimentaires. L'écorce était également polie par endroits, comme si quelque chose s'était appuyé ou avait étreint le tronc à plusieurs reprises. Les mains de Marcus tremblaient légèrement alors qu'il installait son système d'escalade. La corde était toujours en place depuis sa visite précédente, mais il la testa soigneusement avant de lui confier son poids. En montant, il remarqua plus de détails. Des touffes de poils accrochées à l'écorce rugueuse, trop hautes pour provenir d'un animal terrestre. Les poils étaient rêches et brun-roux, avec une texture différente de toute fourrure d'animal sauvage qu'il avait manipulé. La caméra était toujours bien fixée sur son support, bien que le boîtier présentât des égratignures qui n'étaient pas là auparavant. Quelque chose l'avait manifestement inspecté, avait peut-être essayé de l'enlever, mais le cadenas Python avait tenu bon. Marcus retira la carte SD et la remplaça par une nouvelle, puis descendit rapidement, impatient de visionner les images, mais aussi de plus en plus mal à l'aise à cet endroit. Il se retira sur un tronc d'arbre tombé à environ 50 yards de la clairière, assez loin pour se sentir plus en sécurité, mais toujours à portée de vue de l'arbre. Avec la tablette en équilibre sur ses genoux et la pluie crépitant sur sa capuche, il ouvrit le répertoire de fichiers. La caméra avait été active, 847 fichiers vidéo sur la période de 2 semaines. La plupart seraient de fausses alertes déclenchées par le vent ou de la faune commune. Mais la taille des fichiers racontait une autre histoire. Plusieurs vidéos du 27 octobre étaient beaucoup plus volumineuses que les enregistrements typiques, suggérant des périodes de capture prolongées. Marcus fit défiler jusqu'au 27 octobre et sélectionna le premier fichier anormal, horodaté à 23h47. Il sortit des écouteurs pour mieux entendre tout son que la caméra aurait pu capturer, prit une profonde inspiration et appuya sur lecture.
Pendant les 5 premières secondes, les images infrarouges ne montraient que la clairière vide, restituée dans le noir et blanc caractéristique de la vision nocturne. La forêt au-delà était un mur de gris, les arbres individuels à peine distinguables, puis, sur le bord gauche du cadre, un mouvement. Ce qui entra dans le champ de vision de la caméra défiait toutes les tentatives de catégorisation de Marcus. La silhouette se déplaçait sur 2 jambes, avec une démarche fluide et déterminée, complètement différente de la démarche traînante des stéréotypes de monstres de cinéma. Elle était massive. Marcus l'estima à une taille de 7 à 8 pieds, en se basant sur la comparaison avec des repères connus dans le cadre. Mais c'est la façon dont elle se déplaçait qui le frappa le plus. Ce n'était pas un animal errant dans le champ. C'était un être intelligent qui approchait avec une intention délibérée. La silhouette s'arrêta au bord de la clairière et pour la première fois, Marcus eut une vue claire de sa forme. La lumière infrarouge révéla un corps couvert d'une fourrure ou de poils clairs, créant un effet presque lumineux contre la forêt sombre. La carrure était humanoïde, mais anormale. Des épaules trop larges, des bras trop longs, une posture penchée vers l'avant qui témoignait d'une immense puissance physique. Mais c'est le visage qui fit se rebeller l'esprit rationnel de Marcus contre ce que ses yeux voyaient. Les traits de la créature étaient distinctement simiesques, avec une arcade sourcilière proéminente et une mâchoire prononcée. Des marques sombres entouraient ses yeux comme un masque naturel, donnant à son regard une intensité pénétrante, même sur les images granuleuses. Le nez était large et plat, plus humain que simiesque, et la bouche montrait des lèvres et une musculature faciale troublante de ressemblance avec celle d'un humain. La créature resta immobile pendant près de 30 secondes, sa tête balayant lentement la clairière. Puis son regard se fixa sur la caméra, et Marcus sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie d'octobre. Ce n'était pas le regard vide d'un animal remarquant un objet, c'était de la reconnaissance. La créature savait exactement ce qu'était la caméra et ce qu'elle représentait. Le deuxième fichier vidéo, horodaté 3 minutes après le premier, montrait que la créature s'était rapprochée. Elle se tenait maintenant à peut-être 15 pieds de la caméra, et les détails supplémentaires visibles étaient à la fois fascinants et dérangeants. La fourrure n'était pas uniforme. Des taches plus sombres créaient des motifs subtils sur son visage et les parties visibles de son corps, presque comme un camouflage naturel. Les yeux, reflétant l'éclairage infrarouge, montraient un blanc distinct autour d'iris sombres, un trait plus humain que simiesque. Le comportement de la créature dans ce segment était remarquable. Elle tournait lentement autour de l'arbre, sans jamais quitter la caméra des yeux, manifestant ce qui ne pouvait être décrit que comme une investigation méthodique. À un moment, elle tendit le bras, celui-ci s'étendant à une hauteur qui confirmait l'estimation de Marcus sur sa taille, et toucha l'arbre près de la caméra. La main, visible dans le cadre, montrait 5 doigts, avec ce qui semblait être des pouces opposables, bien que les proportions fussent différentes de celles des mains humaines. La piste audio, bien que faible, captait des vocalisations de basse fréquence que Marcus sentait plus qu'il n'entendait à travers ses écouteurs. Ce n'étaient pas des sons d'animaux aléatoires, mais ils avaient un motif, un rythme qui suggérait un langage ou du moins une communication complexe. Parfois, il y avait des sons comme des coups frappés sur du bois, des bruits percussifs et secs qui résonnaient dans la forêt. Le 3e fichier était le plus long, durant près de 4 minutes. La créature s'était positionnée directement en face de la caméra, à peut-être 6 pieds de distance. Son visage remplissait une grande partie du cadre, et Marcus se surprit à faire des pauses répétées pour étudier ses traits. La peau visible autour des yeux et de la bouche était sombre, d'apparence burinée.
avec des rides profondes qui suggéraient l'âge ou peut-être simplement les effets d'une existence rude en plein air. À mi-chemin de cette vidéo, l'expression de la créature changea. La bouche se retroussa dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une grimace ou une démonstration de menace, révélant des dents d'une disposition troublante de ressemblance avec celle des humains, mais plus grande et plus robuste. Les canines étaient prononcées, mais pas pointues comme celles d'un prédateur. C'étaient des dents adaptées à un régime omnivore, tout comme les dents humaines, mais à une échelle supérieure pour une mâchoire plus puissante. Ce qui frappa le plus Marcus, c'était l'intelligence évidente dans chaque mouvement, chaque expression. Ce n'était pas un animal stupide filmé par accident. C'était un être pensant qui avait découvert un équipement de surveillance sur son territoire et qui décidait quoi en faire. Le fait qu'il n'ait pas simplement détruit la caméra suggérait un niveau de raisonnement qui dépassait la simple résolution de problèmes. Le quatrième fichier significatif, horodaté à 0h23, révéla que l'individu à la fourrure claire n'était pas seul. Une deuxième silhouette apparut au bord de la clairière, de couleur plus foncée et légèrement plus petite, peut-être 7 pieds de haut au lieu de 8. Cette deuxième créature manifestait un comportement plus prudent, restant en retrait à la lisière des arbres, tandis que la première continuait son examen de la caméra. L'interaction entre les deux était fascinante. Ils échangeaient des vocalisations, des sons complexes allant de grondements sourds à des pépiments et sifflements plus aigus. Le langage corporel suggérait également une communication, avec des gestes et des postures qui semblaient véhiculer un sens. À un moment, l'individu plus sombre fit un mouvement de lancer vers la caméra et le plus clair se tourna pour lui faire face, semblant répondre par un hochement de tête qui ressemblait remarquablement à une négation humaine. Marcus réalisa qu'il observait un comportement social, la preuve non seulement d'intelligence, mais de culture, de communication et de dynamique de groupe. Ces êtres, quels qu'ils fussent, vivaient en groupes sociaux avec des hiérarchies et des relations. L'individu plus sombre s'approcha finalement, mais resta toujours légèrement en retrait du plus clair, suggérant une relation de dominant-subordonné, ou peut-être simplement des niveaux de confort différents face à l'intrusion humaine. Le dernier fichier de cette nuit, horodaté à minuit 45, montrait les deux créatures partant. Mais avant de partir, l'individu à la fourrure claire fit quelque chose qui poussa Marcus à rejouer le segment plusieurs fois. Il regarda directement la caméra pendant plusieurs longues secondes, puis leva la main et fit un geste délibéré pointant d'abord la caméra, puis lui-même, puis balayant son bras vers la forêt. Le sens semblait clair. « Je te vois, c'est notre territoire. » Marcus resta assis sur le tronc d'arbre humide pendant plus d'une heure, revisionnant les images encore et encore. Son esprit rationnel luttait contre ce que ses yeux voyaient, cherchant n'importe quelle explication qui n'impliquait pas d'accepter l'existence d'une espèce de primate inconnu dans les forêts d'Amérique du Nord. Pourrait-il s'agir d'un canular élaboré? Le mouvement était trop naturel, trop fluide. Les effets spéciaux modernes pouvaient créer des créatures convaincantes, mais pas avec les détails subtils visibles ici. La façon dont les poils individuels bougeaient dans la brise, l'interaction authentique avec l'environnement, l'intelligence véritable dans ses yeux. La pluie avait repris et Marcus finit par ranger sa tablette et commença la longue randonnée de retour vers son camion. Son esprit s'emballait avec les implications. Si ces créatures étaient réelles et les preuves devenaient difficiles à nier, alors tout ce que les humains pensaient savoir sur la faune nord-américaine était incomplet. Comment était-elle restée cachée? Combien était-elle? Et surtout, que devait-il faire de cette connaissance? Au moment où il atteignit son camion, Marcus avait pris une décision. Il ne pouvait pas gérer cela seul. Il avait besoin de quelqu'un avec une formation scientifique,
quelqu'un qui pourrait analyser les images objectivement et soit confirmer son interprétation, soit fournir une explication rationnelle qu'il aurait manqué. Mais ce devait être quelqu'un de confiance, quelqu'un qui comprenait la gravité de la situation. Alors qu'il rentrait chez lui dans l'obscurité, les essuie-glaces battant un rythme régulier contre la pluie, Marcus pensa au docteur Emily Richardson. Il l'avait rencontrée 5 ans auparavant lors d'une étude collaborative sur les schémas de migration des wapitis. Elle était biologiste de la faune à l'Université de Washington, respectée dans son domaine, mais aussi pragmatique et discrète. Elle avait passé du temps sur le terrain, comprenait les réalités du comportement de la faune et, surtout, on pouvait lui faire confiance pour aborder cela scientifiquement plutôt que de manière sensationnaliste. Marcus passa 3 jours à se tourmenter sur la façon d'approcher Emily. Il ne pouvait pas simplement l'appeler et lui dire qu'il avait filmé Bigfoot. Elle penserait qu'il avait perdu la tête. Au lieu de cela, il rédigea un email prudent, mentionnant qu'il avait capturé un comportement animalier inhabituel lors d'un repérage et se demandait si elle aurait le temps de visionner les images. Il insista sur le besoin de discrétion, laissant entendre que cela pourrait impliquer une espèce sensible sans en préciser davantage. La réponse d'Emily arriva en quelques heures. Elle était intriguée par son message cryptique et suggéra de se rencontrer chez lui plutôt qu'à son bureau universitaire, un choix qui suggérait qu'elle comprenait le besoin d'intimité. Ils fixèrent le rendez-vous au 3 novembre, donnant à Marcus plus de temps pour revoir les images et préparer sa présentation. Pendant ces jours d'intervalle, Marcus devint obsédé par les vidéos. Il les transféra sur son ordinateur, en fit des sauvegardes sur plusieurs disques et en déposa même une copie dans le coffre-fort de sa banque. À l'aide d'un logiciel de montage vidéo, il isola des images spécifiques, améliora les détails et créa une présentation qui exposait les preuves méthodiquement. Il cartographia les mouvements de la créature, estima sa taille à l'aide de points de référence connus et tenta même d'analyser les pistes audio à l'aide d'un logiciel de spectrogramme gratuit. Plus il étudiait les images, plus de détails émergeaient. La démarche de la créature montrait une marche avec les genoux fléchis, différente de la locomotion humaine, mais parfaitement adaptée pour se déplacer dans une forêt dense. Le placement des pieds suggérait une capacité de préhension qui serait avantageuse en terrain escarpé. Les vocalisations, lorsqu'elles étaient visualisées sous forme d'ondes sonores, montraient des motifs complexes qui ressemblaient à ceux trouvés dans la communication des primates connus. Sarah remarqua sa préoccupation, mais respecta son besoin d'espace. Elle était mariée à un chasseur depuis assez longtemps pour comprendre que certaines expériences dans les bois prenaient du temps à être assimilées. Néanmoins, elle s'inquiétait de l'intensité de sa concentration, de la façon dont il veillait tard, fixant son écran d'ordinateur, marmonnant pour lui-même et prenant des notes. Le docteur Emily Richardson arrive chez Marcus le 3 novembre, précisément à 14 heures comme prévu. Marcus la connaissait depuis plusieurs années, mais toujours dans des contextes professionnels. Des réunions sur la gestion de la faune, la collecte de données collaboratives, une conférence occasionnelle. La voir dans son salon, la pluie dégoulinant de sa veste de terrain pratique, rendit la situation soudainement plus réelle. Emily avait la petite quarantaine, avec le genre de compétences tranquilles qui venait d'années de travail sur le terrain. Ses cheveux bruns, striés de gris prématuré, étaient tirés en une queue de cheval fonctionnelle. Elle se déplaçait avec l'économie de quelqu'un à l'aise dans les milieux sauvages et sa poignée de main était ferme et calleuse à force de manipuler du matériel et des animaux. « Marcus », dit-elle en s'installant dans le fauteuil qu'on lui offrait avec une tasse de café. « Votre email était curieusement vague. Qu'avez-vous trouvé exactement là-bas » Marcus avait répété ce moment,
mais se trouva tout de même en difficulté pour trouver ses mots. « Émilie, ce que je vais vous montrer, j'ai besoin que vous l'abordiez avec un esprit ouvert. J'ai vérifié l'authenticité des images plusieurs fois. Les caméras ont été placées par moi personnellement dans des endroits connus de moi seul. Ce qu'elles ont capturé. » Il marqua une pause, puis opta pour la franchise. « Ce qu'elles ont capturé remet en question notre compréhension de ce qui vit dans ces forêts. » L'expression d'Émilie passa d'un intérêt désinvolte à une attention vive. « Vous êtes très mystérieux, Marcus. Parlons-nous d'une espèce présumée éteinte, d'une extension d'aire de répartition pour quelque chose d'exotique ?»« Ni l'un ni l'autre, » dit Marcus. Il ouvrit son ordinateur portable et le connecta au grand écran de télévision. « Je vais vous montrer les images brutes d'abord, sans commentaire. Ensuite, nous pourrons discuter de ce que vous voyez. » Il commença par la première vidéo. La créature entrant dans la clairière. Émilie se pencha immédiatement en avant, son café oublié. Alors que la silhouette apparaissait entièrement dans le champ de la caméra, il l'entendit retenir son souffle. Elle ne dit rien, mais sa main se déplaça inconsciemment vers son carnet, ses doigts tressaillant comme si elle prenait déjà des notes. Pendant l'heure qui suivit, Marcus diffusa toutes les séquences importantes. Émilie regarda en silence complet, lui demandant parfois de rejouer certains segments. Son visage avait pâli, mais ses yeux restaient concentrés, analytiques. Lorsque la dernière vidéo se termina, la créature faisant son geste de pointage avant de partir. Elle se rassit et resta silencieuse pendant plusieurs longs moments. « Montrez-moi les métadonnées, » dit-elle finalement. « Je dois voir les propriétés des fichiers, les réglages de la caméra, tout. » Marcus avait anticipé cela. Il afficha les données techniques montrant les horodatages, les tailles de fichiers, les informations sur le modèle de la caméra. Émilie les étudia attentivement, puis demanda à voir la carte SD originale. Elle l'examina minutieusement, à la recherche de tout signe de falsification. « Dites-moi exactement comment vous avez placé ces caméras, » dit-elle. « Chaque détail. Qui d'autre connaissait leurs emplacements? Qui avait accès à votre équipement? » Marcus lui expliqua tout le processus. Ses voyages en solo, les caméras spécifiques qu'il avait utilisées, les mesures de sécurité. Il lui montra les reçus de l'équipement, les traces GPS de ses randonnées, même ses notes manuscrites des voyages de repérage. Émilie sortit son ordinateur portable et commença sa propre analyse. Elle disposait de logiciels professionnels pour l'examen vidéo, des outils capables de détecter les manipulations numériques ou les artefacts d'images de synthèse. Pendant 2 heures, elle travailla dans un silence concentré, marmonnant parfois des termes techniques que Marcus ne comprenait pas. Les artefacts de compression sont cohérents avec le modèle de la caméra, dit-elle finalement. Aucun signe de manipulation en post-production. Les signatures infrarouges correspondent à ce que j'attendrais d'un grand mammifère. Les schémas de mouvement. Elle s'interrompit, semblant se ressaisir. Les schémas de mouvement montrent une biomécanique cohérente sur toutes les vidéos. Si c'est un canular, c'est le plus sophistiqué que j'ai jamais vu. « Ce n'est pas un canular, » dit Marcus doucement. « J'ai trouvé des traces, des échantillons de poils, des comportements de marquage. Je ne savais pas quoi faire de tout ça avant de voir les images. » La formation scientifique d'Émilie était en conflit avec l'impossibilité de ce qu'elle voyait. Vous comprenez ce que cela implique? Si ces vidéos sont authentiques et je ne trouve aucune preuve du contraire, alors nous sommes face à une espèce de primate inconnu en Amérique du Nord en 2023. C'est un changement de paradigme. La discussion se poursuivit tard dans la soirée. Le choc initial d'Émilie laissa place à une excitation scientifique tempérée par la prudence.
Ils comprenaient tous deux l'ampleur de la découverte et la nécessité de preuves supplémentaires avant toute annonce. « Nous avons besoin de preuves physiques », dit Émilie, arpentant le salon de Marcus avec une énergie nerveuse. Des échantillons de poils pour l'analyse ADN, des moulages d'empreintes de pas, des échantillons de fesses, si nous pouvons en trouver. Les vidéos sont convaincantes, mais elles ne suffiront pas à la communauté scientifique. Marcus lui montra les photos qu'il avait prises des traces près de la zone réglementée. Émilie les étudia avec un intérêt professionnel, notant les crêtes dermiques visibles sur une image particulièrement nette, des détails qui seraient presque impossibles à contrefaire. « Je peux obtenir du matériel de l'université, » dit-elle. Des kits d'échantillonnage d'ADN environnemental, des matériaux de moulage professionnels, des caméras supplémentaires avec différentes capacités de détection. Mais Marcus, nous devons être extrêmement prudents. Si la nouvelle s'ébruitait avant qu'il n'ait des preuves concluantes, ils savaient tous deux ce qui se passerait. La zone serait envahie de chasseurs de Bigfoot, d'équipes de médias et de chercheurs de sensations fortes. Toute chance d'études scientifiques sérieuses serait perdue dans ce cirque. Ils planifièrent une expédition conjointe pour la semaine suivante. Émilie réquisitionnerait du matériel sous le couvert d'une étude générale de la biodiversité. Marcus la guiderait vers les lieux et ils établiraient un réseau de surveillance plus complet. L'objectif était de rassembler suffisamment de preuves physiques pour soutenir une publication évaluée par les pairs qui établirait une crédibilité scientifique avant que la frénésie médiatique ne commence. La semaine de préparation fut intense. Émilie travailla au sein du système universitaire pour rassembler l'équipement sans éveiller les soupçons. Elle emprunta des kits d'échantillonnage d'ADN environnemental conçus pour détecter des traces de matériel génétique dans le sol et l'eau, des fournitures de moulage de qualité professionnelle utilisées pour préserver les empreintes de pas et des caméras spécialisées, y compris des caméras thermiques et des unités capables de détecter les phéromones. Elle fit également des recherches approfondies sur le comportement et la communication des primates. Si ces êtres étaient réels, comprendre leurs schémas comportementaux serait crucial à la fois pour trouver des preuves et pour éviter des confrontations potentielles. Elle étudia tout, des structures sociales, des grands singes, connus aux dernières théories sur l'évolution des hominines. Marcus, pendant ce temps, affina sa compréhension de la région. Il étudia des images satellites, à la recherche de motifs qui pourraient indiquer des itinéraires de déplacement ou des sites d'habitation. Il remarqua que les zones réglementées semblaient suivre des frontières naturelles, des lignes de crête, des sources d'eau, des vallées qui fourniraient à la fois des ressources et de l'isolement. Quiconque avait désigné ces zones comme interdites comprenait bien le paysage. Il se plongea également plus profondément dans l'histoire et le folklore locaux. La bibliothèque de l'Université de Washington possédait de vastes collections sur les cultures indigènes du Nord-Ouest Pacifique, et Marcus passa des heures à lire des récits ethnographiques. Les histoires étaient remarquablement cohérentes, des êtres qui marchaient debout, couverts de poils, dotés d'une grande force, mais aussi d'intelligence. Ils n'étaient pas décrits comme des animaux, mais comme un peuple qui avait choisi un chemin différent, qui était resté connecté à la forêt d'une manière que les humains modernes avaient oubliée. Un récit, enregistré en 1924 auprès d'un aîné Lumi, était particulièrement frappant. Ils observent depuis les bois profonds le premier peuple qui ne s'est jamais plié à la voie agricole. Ils connaissent nos machines, nos armes, nos faiblesses. Ils survivent en nous comprenant mieux que nous ne les comprenons. Le 17 novembre arrive, gris et froid, avec une menace de neige sur les hauteurs. Marcus retrouva Émilie au même pont, emporté par les eaux où il s'était garé.
Elle était venue préparée avec un équipement de terrain de qualité professionnelle et des vêtements pourtant froids qui témoignaient d'une vaste expérience en milieu sauvage. Ils chargèrent leurs sacs avec soin. En plus de l'équipement scientifique, ils transportaient des fournitures d'urgence pour un séjour potentiel de plusieurs jours, y compris un dispositif de communication par satellite en cas d'urgence. Tous deux portaient un spray anti-ours à leur ceinture, bien que Marcus se demandât s'il serait efficace contre quelque chose qui pouvait penser et planifier. La randonnée fut plus lente avec l'équipement supplémentaire, mais Emily se révéla être en excellente condition physique. Elle se déplaçait efficacement sur le terrain difficile, s'arrêtant parfois pour prélever des échantillons environnementaux de base à des fins de comparaison. Sa formation scientifique se manifestait dans chaque action, une documentation soignée, des coordonnées GPS précises, des procédures de collecte méthodiques. Lorsqu'ils atteignirent le premier site de trace, le sang-froid professionnel d'Emily vacilla. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, s'agenouillant à côté d'une empreinte particulièrement nette. Le détail anatomique est extraordinaire. Regardez ces crêtes dermiques, la preuve d'une structure de pied flexible. Ce n'est pas juste un pied humain agrandi, il est adapté à un schéma de locomotion complètement différent. Elle travailla avec une efficacité rodée. D'abord en photographiant les empreintes sous plusieurs angles, avec des échelles de référence, puis en préparant le matériau de moulage. Le mélange de plâtre dentaire devait être parfait, assez liquide pour capturer les détails fins, mais assez épais pour maintenir l'intégrité structurelle. Pendant que les moulages prenaient, elle préleva des échantillons de sol à l'intérieur et autour des empreintes pour l'analyse de l'ADN environnemental. Au cours des 2 jours suivants, Marcus et Emily établirent une grille de recherche complète. Ils placèrent des caméras sur un réseau plus large, couvrant non seulement les pistes de gibier, mais aussi les lignes de crête, les fonds de ruisseaux et les zones qui montraient des signes de perturbation. L'équipement d'Emily était bien plus sophistiqué que les pièges photographiques de chasse de Marcus. Des unités capables de détecter des signatures thermiques à des centaines de yards de distance. Des caméras capables de capturer l'audio sur une plage de fréquence plus large, et même des dispositifs expérimentaux pouvant détecter et analyser les signatures de phéromones. Les pièges à poils étaient l'innovation d'Emily. Des bandes de matériaux adhésifs placées à différentes hauteurs le long des itinéraires de déplacement probables. S'ils sont aussi intelligents que les images le suggèrent, expliqua-t-elle, ils remarqueront et éviteront les pièges évidents. Mais tout le monde perd constamment des poils. Si nous les plaçons stratégiquement, nous pourrions avoir de la chance. Ils trouvèrent également d'autres indices. Des structures faites de branches entrelacées, trop complexes pour être naturelles, mais sans but évident. Des arbres marqués de ce qui semblait être des motifs délibérés. Et, à un moment mémorable, ce qui ressemblait à un outil. Une branche solide, dont une extrémité était usée et lisse comme par un usage répété, trop lourde pour qu'un humain puisse la manier confortablement, mais parfaite pour quelque chose, dotée d'une plus grande force. Nous devons être prudents avec l'interprétation, avertit Emily, photographiant l'outil possible sous tous les angles. La pareidolie, le fait de voir des motifs là où il n'y en a pas, est un réel danger dans ce type d'enquête, mais ceci, elle soupesa la branche, luttant avec son poids. Ceci montre des traces d'usure claires et cohérentes, avec une utilisation. Leur deuxième nuit, ils décidèrent de monter la garde depuis une position dissimulée, surplombant la clairière principale. Emily avait apporté un équipement de vision nocturne de surplus militaire, et ils s'installèrent dans un affût soigneusement construit juste après le coucher du soleil. Le plan était de prendre des quarts de 2 heures tout au long de la nuit, en maintenant un silence absolu et un minimum de mouvement. La forêt la nuit était un monde différent.
À travers les lunettes de vision nocturne, Marcus regarda le paysage familier se transformer en un environnement extraterrestre d'ombres vertes et d'yeux brillants. Les animaux nocturnes habituels émergèrent. Des écureuils volants planant entre les arbres, une famille de ratons laveurs explorant le ruisseau, un grand-duc d'Amérique qui se percha directement au-dessus de leur affût pendant près d'1 heure. C'est pendant le quart d'Émilie, vers 2 heures du matin, que les choses changèrent. Elle toucha doucement le bras de Marcus, le signal convenu pour une activité significative. Il enfila ses lunettes et suivit son doigt pointé. Là, au bord de la clairière, quelque chose bougeait, qui ne correspondait à aucune faune connue. La silhouette était bipède, se déplaçant avec une confiance désinvolte sur un terrain qui mettrait un humain au défi même en plein jour. Elle s'arrêta au bord de la clairière et Marcus reconnut la posture des vidéos, le balayage attentif, l'évaluation des menaces potentielles. Cet individu était plus sombre que celui des premières images, correspondant à la deuxième créature des vidéos. Pendant près de 20 minutes, ils l'observèrent se déplacer sur le périmètre de la clairière. Il s'approcha de l'une des nouvelles caméras, l'examina brièvement, puis continua son chemin sans la toucher. Le comportement suggérait qu'il avait déjà vu de tels dispositifs et comprenait leur but. À un moment, il s'arrêta et sembla écouter attentivement, la tête penchée d'une manière qui rappela à Marcus un chien entendant un son lointain. Puis, sans avertissement, il se tourna et regarda directement leur affût. Marcus sentit son cœur s'arrêter. Ils étaient bien dissimulés, couverts d'un filet de camouflage et de végétation naturelle. Ils avaient été immobiles et silencieux. Pourtant, la créature fixait directement leur position, comme si la dissimulation n'existait pas. Pendant plusieurs secondes interminables, le tableau resta figé. 2 humains cachés dans un affût et un primate inconnu qui savait clairement qu'ils étaient là. Puis la créature fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit en tailleur, dans une posture troublante d'humanité, et continua de les observer. La main d'Émilie trouva celle de Marcus dans l'obscurité, la serrant fermement. Ils avaient discuté de scénarios de rencontres potentielles, mais rien ne les avait préparés à cela. Le langage corporel de la créature n'était pas menaçant. Au contraire, il semblait curieux, peut-être même amusé. Après ce qui parut des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes, il se leva souplement et s'éloigna, disparaissant dans la forêt avec à peine un bruit. Ils restèrent dans l'affût jusqu'à l'aube, mais la créature ne revint pas. Quand ils émergèrent finalement, courbaturés et épuisés, ils trouvèrent quelque chose qui rendit leur nuit extraordinaire encore plus surréaliste. Sur une pierre plate près de leur affût, placée délibérément, se trouvait un petit tas d'objets, un morceau de cristal de quartz, plusieurs pommes de pin inhabituelles et ce qui semblait être une section de fibres végétales tressées. « Ils savaient que nous étions là depuis le début », murmura Émilie en photographiant les offrandes. Car que pouvait-elle être d'autre? Il a choisi de nous laisser observer, puis il a laissé ça. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, Marcus, c'est de la communication. De retour chez Marcus, ils passèrent des jours à analyser ce qu'ils avaient collecté. Les échantillons de poils furent emballés et envoyés à un laboratoire de génétique discret à Seattle, en qui Émilie avait confiance. Les moulages d'empreintes furent examinés dans les moindres détails, révélant non seulement la taille, mais aussi les schémas de répartition du poids, la preuve d'une fracture médio-tarsienne, permettant un mouvement flexible du pied, et des motifs de crête dermiques aussi uniques que des empreintes digitales. Les enregistrements audio étaient particulièrement intrigants. Émilie utilisa un logiciel spécialisé pour analyser les vocalisations capturées par les caméras. Les sons montraient une modulation complexe avec des motifs qui suggéraient une syntaxe, la structure de base du langage.
Certaines vocalisations étaient clairement en dehors de la plage de l'ouïe humaine, dans la gamme des infrasons que les éléphants utilisent pour la communication à longue distance. « Regarde ce spectrogramme », dit Émilie en montrant l'écran de son ordinateur portable. « Ce ne sont pas des appels aléatoires. Il y a une structure ici, des motifs répétés, des variations sur des thèmes. Si je ne savais pas mieux, je dirais que nous regardons un langage rudimentaire. » L'imagerie thermique avait capturé quelque chose d'autre de remarquable. À plusieurs reprises, des signatures thermiques suggéraient la présence de plusieurs individus se déplaçant de manière coordonnée. Ils semblaient utiliser le terrain de manière experte, restant à couvert tout en observant les caméras et l'équipement de recherche. Les schémas de mouvement suggéraient non seulement un déplacement en groupe, mais un comportement organisé. Des éclaireurs se déplaçant en avant, d'autres restant en arrière, un positionnement délibéré qui témoignait d'une stratégie. 2 semaines plus tard, Émilie reçut un appel du laboratoire de génétique. Son contact, le docteur Stephen Chen, semblait secoué. « Émilie, ces échantillons que vous avez envoyés, d'où viennent-ils exactement? Pourquoi? Qu'avez-vous trouvé? J'ai besoin de connaître les circonstances de la collecte avant de pouvoir discuter des résultats. C'est très inhabituel. » Émilie se rendit à Seattle cet après-midi-là, emmenant Marcus avec elle. Le docteur Chen les rencontra dans son bureau privé, à l'écart du laboratoire principal. C'était un homme petit et précis, qui avait bâti sa réputation sur un travail méticuleux. L'expression sur son visage était une qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Les échantillons de poils que vous avez fournis contenaient de l'ADN, commença-t-il prudemment. L'analyse de l'ADN mitochondrial montre des origines primates claires. La correspondance la plus proche dans nos bases de données est l'ADN humain, avec une similarité d'environ 95%. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. » Il afficha un graphique complexe sur son ordinateur. Le schéma de divergence suggère une séparation de la lignée humaine il y a environ 300 000 à 400 000 ans. Mais contrairement à l'ADN de Néandertal ou de Dénisovien que nous pouvons séquencer assez facilement, ce génome présente des caractéristiques inhabituelles. C'est comme s'il y avait des mécanismes de cryptage naturel, des redondances et des complexités qui rendent le séquençage complet extrêmement difficile. Êtes-vous en train de dire que cela provient d'une espèce d'hominine inconnue ? Demanda Émilie, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Je dis, » répondit lentement le docteur Chen, « que vous avez trouvé la preuve d'un hominine non humain survivant, une espèce qui a divergé de notre lignée avant que les humains modernes n'évoluent complètement, mais qui a continué à se développer sur sa propre trajectoire. L'ADN nucléaire suggère des adaptations pour la taille, la force et peut-être des capacités sensorielles améliorées. C'est la découverte biologique du siècle. » Le trajet de retour de Seattle se fit en silence pendant la première heure. Marcus et Émilie étaient tous deux en train d'assimiler l'ampleur de ce qu'ils avaient appris. La preuve scientifique d'une espèce d'hominine inconnue vivant dans les forêts d'Amérique du Nord, assez intelligente pour avoir évité d'être détectée pendant des millénaires. Les implications étaient stupéfiantes. « Nous devons être très prudents sur la façon de procéder, » dit finalement Émilie. « La publication dans une revue à comité de lecture est essentielle pour la crédibilité. Mais au moment où cela deviendra public, tout changera. » Marcus avait pensé la même chose. Ces êtres ont survécu en restant cachés. Ils connaissent clairement notre technologie, notre présence. Ils ont choisi de rester séparés. Avons-nous le droit de les exposer? C'était une question qui dominerait leur discussion pendant des semaines. L'impératif scientifique disait que la connaissance devait être partagée, les découvertes publiées. Mais les considérations éthiques étaient sans précédent.
Ce n'étaient pas seulement des animaux à étudier, c'étaient des êtres intelligents avec leur propre culture, leur propre droit à la vie privée. Ils décidèrent de continuer à rassembler des preuves tout en envisageant leurs options. Émilie contacta prudemment quelques collègues de confiance, les sondant sur des scénarios hypothétiques. Les réponses furent mitigées. Certains insistaient sur le fait qu'une telle découverte devait être partagée immédiatement, tandis que d'autres comprenaient le besoin de prudence. Alors que l'hiver s'installait sur les cascades, la recherche fit face à de nouveaux défis. La neige rendait l'accès difficile, mais elle offrait aussi des opportunités. Les traces étaient plus faciles à repérer et à suivre dans la neige fraîche, et les schémas de déplacement des créatures devenaient plus clairs. Elles semblaient avoir établi des itinéraires entre des vallées abritées, des chemins qui offraient à la fois couverture et ressources. Marcus et Émilie firent plusieurs expéditions hivernales, trouvant toujours de nouvelles preuves. Ils découvrirent ce qui semblait être des sites d'abri, des grottes naturelles modifiées avec des branches et de la végétation pour offrir une meilleure protection contre les éléments. Ils trouvèrent des caches de nourriture, des racines et des noix stockées de manière à suggérer une planification pour la pénurie hivernale. Lors d'un voyage mémorable, au début de janvier 2024, ils découvrirent quelque chose qui remit en question leurs hypothèses sur l'utilisation d'outils. Dans un surplomb abrité, ils trouvèrent des pierres qui avaient été clairement modifiées, taillées pour créer des bords tranchants, dans un style rappelant les premiers outils humains, mais adaptés à des mains plus grandes et plus fortes. À proximité se trouvaient les restes de plantes transformées, et ce qui semblait être les os de petits gibiers, brisés pour en extraire la moelle. « Ils ne sont pas seulement intelligents », souffla Émilie, documentant le site avec soin. « Ils ont une culture matérielle. Ils fabriquent et utilisent des outils. Ce n'est pas juste un animal intelligent, c'est une branche parallèle de l'évolution humaine. » Les observations hivernales en révélèrent également davantage sur leur structure sociale. Les pièges photographiques capturèrent des images de ce qui semblait être des groupes familiaux, des adultes avec des individus plus petits qui manifestaient un comportement ludique caractéristique des juvéniles. Les interactions montraient des soins, des comportements d'enseignement et des dynamiques sociales complexes. Fin janvier, Marcus eut une rencontre qui le marquerait à jamais. Il vérifiait seul les caméras, Émilie étant retenue par des obligations universitaires. La journée était claire et froide, avec 2 pieds de neige au sol et une menace de plus dans les lourds nuages au-dessus. Il remplaçait les piles d'une caméra près d'un ruisseau gelé quand il l'entendit. Un sifflement clair et mélodieux qui ne provenait certainement pas d'un oiseau. Le son fut répété plus près cette fois, et Marcus réalisa qu'on lui faisait délibérément un signal. Se déplaçant lentement, il se tourna vers le son. Là, à peut-être 30 pieds de distance, se tenait une silhouette qu'il n'avait pas vue auparavant. Cet individu était plus petit que les autres, peut-être 6 pieds et demi de haut, avec une fourrure brun riche, teintée de rouge. Son visage était moins massif que celui du grand mâle des premières vidéos, avec des traits qui semblaient en quelque sorte plus jeunes et plus délicats. La créature, Marcus commençait à les considérer comme des personnes, le regarda calmement. Puis elle siffla à nouveau, un motif complexe qui était clairement intentionnel. Marcus, le cœur battant, essaya de siffler en retour, imitant le motif du mieux qu'il pouvait. L'expression de l'être changea, de la surprise peut-être, ou de l'amusement. Il était difficile de lire les émotions sur des traits si différents de ceux des humains, et pourtant si fondamentalement similaires. Pendant plusieurs minutes, ils échangèrent des sifflements, chacun essayant des motifs que l'autre répétait ou modifiait. C'était rudimentaire, mais c'était indéniablement de la communication. Puis l'être se pencha et ramassa quelque chose dans la neige. Une pomme de pin. Il la leva,
la montrant à Marcus, puis la posa délibérément sur une bûche entre eux avant de reculer. Marcus comprit. C'était un échange, un test peut-être. Il sortit sa bouteille d'eau, en plastique bleu vif, manifestement artificielle. Il la leva comme l'être l'avait fait avec la pomme de pin, puis la posa sur la même bûche. L'être s'approcha prudemment, ramassa la bouteille, l'examina avec une intelligence évidente, puis émit un son que Marcus ne put interpréter que comme de la satisfaction. Avant de partir, l'être émit un dernier sifflement, une longue note descendante qui ressemblait à un adieu, et disparut dans la forêt. Marcus resta là longtemps, fixant la pomme de pin qui représentait bien plus qu'un simple artefact forestier. C'était la preuve d'un échange intentionnel, d'une communication au-delà des frontières des espèces, d'une reconnaissance entre deux formes de conscience. Suite à l'incident du siffleur, Marcus et Emily décidèrent qu'ils avaient besoin d'une perspective plus large. Grâce à un réseautage prudent, Emily avait découvert d'autres personnes qui étudiaient discrètement ces créatures. En mars 2024, ils assistèrent à une réunion clandestine à Portland, Oregon, organisée par quelqu'un se faisant appeler Forest Guardian. La réunion eut lieu dans le sous-sol d'une librairie après la fermeture, avec 12 personnes présentes. Marcus et Emily furent surpris par la diversité. 2 employés du service forestier, un biologiste de la faune de l'État, 3 gardiens du savoir autochtone, 2 professeurs de différentes universités, un officier de renseignement militaire à la retraite et 2 chercheurs de longue date qui documentaient les rencontres depuis des décennies. Bienvenue au réseau de recherche sur les hominines des Cascades, dit l'organisatrice, une femme d'une 60aine d'années nommée Dr Patricia Strongwater. Marcus reconnut le nom de famille. Elle était apparentée au docteur Michael Strongwater, dont il avait lu les travaux dans ses recherches. Toutes les personnes ici présentes ont eu une expérience directe avec nos voisins de la forêt. Toutes les personnes ici présentes ont choisi la protection plutôt que la publication. Les histoires partagées cette nuit-là étaient remarquables. Des schémas cohérents émergèrent, l'intelligence des êtres, leur évitement délibéré du contact humain, leur apparente compréhension de la technologie et du comportement humain. Les employés du service forestier révélèrent que certaines zones avaient été discrètement désignées comme zones de gestion spéciale spécifiquement pour protéger ces populations. Le gouvernement sait, dit l'officier de renseignement à la retraite James Crawford. Pas officiellement, pas au plus haut niveau, mais certains d'entre nous se sont donnés pour mission de veiller à ce que ces êtres restent protégés. Chaque fois que quelqu'un s'approche trop d'une révélation publique, nous réorientons ses efforts. Le réseau avait développé des protocoles pour une recherche respectueuse, des moyens d'étudier sans perturber, des méthodes pour détourner l'attention du public lorsque nécessaire. Il partageait les données avec prudence, construisant une image complète de la répartition de la population, des schémas comportementaux et des besoins écologiques. Le docteur Patricia Strongwater invite Marcus et Emily à rencontrer des aînés tribaux qui détenaient des connaissances traditionnelles sur les êtres de la forêt. La réunion eut lieu sur une terre de réserve, dans un centre communautaire qui avait vu des décennies de rassemblements. 3 aînés y assistèrent, chacun représentant différentes nations tribales du nord-ouest Pacifique. Vous les appelez Sasquatch, Bigfoot, dit l'aînée, une femme nommée Mary Trewind, dont le visage ridé témoignait de 8 décennies de vie. Nous avons des noms plus anciens, des noms sacrés que nous ne prononçons pas devant les étrangers. Mais je vais vous dire ceci. Ce sont les anciens, ceux qui ont conservé les anciennes voies lorsque nous avons choisi le chemin du changement. Les aînés partagèrent des histoires transmises de génération en génération, non pas comme de la mythologie, mais comme un fait historique. Les êtres avaient toujours été là, vivant en parallèle avec les communautés humaines.
Il y avait eu des protocoles pour partager la forêt, des accords tacites sur les territoires et les ressources. La relation n'était pas toujours pacifique, mais elle était respectueuse. Ils nous ont vus changer, expliqua un autre aîné, Joseph Strongbear. Ils nous ont vus adopter l'agriculture, construire des colonies permanentes, développer la technologie. Ils ont choisi différemment. Ils ont choisi de rester tels qu'ils étaient, en harmonie avec la forêt. Qui sommes-nous pour dire que notre choix était meilleur? Les aînés révélèrent que certains membres de la tribu avaient maintenu le contact au fil des ans, non pas une interaction directe, mais une forme de communication par des signes, des offrandes et un évitement mutuel. Ils savaient où les êtres voyageaient, quelle vallée ils préféraient, comment leur population avait changé avec l'empiètement humain. « Votre science confirme ce que nous avons toujours su », dit Mary à Emily. « Mais la connaissance s'accompagne de responsabilités. Ces êtres ont survécu parce que nous avons gardé leurs secrets. Vos tests ADN, vos vidéos, ils sont dangereux. Pas pour vous, mais pour eux. » En avril 2024, Marcus reçut un visiteur inattendu. L'homme se présenta comme David Reynolds, du département de l'Intérieur. Bien que ses références semblassent délibérément vagues, il était d'âge moyen, d'apparence banale, mais ses yeux avaient la qualité vigilante de quelqu'un habitué à observer sans être observé. « Monsieur Thompson, » dit Reynolds, assis dans le salon de Marcus avec une décontraction étudiée. « Je crois comprendre que vous avez mené des recherches sur la faune dans la région de Copper Creek. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» Marcus garde une expression neutre. La routine. Des wapitis, des cerfs, des ours. Pourquoi le département de l'Intérieur s'intéresse-t-il à mes reconnaissances de chasse? Reynolds sourit finement. Nous surveillons toutes les recherches dans les zones sensibles. La région de Copper Creek présente des caractéristiques écologiques uniques que nous souhaitons protéger. Je suis ici pour m'assurer que toute découverte est gérée de manière appropriée. La conversation qui suivit fut une danse prudente d'insinuation et de dénégation. Reynolds ne mentionna jamais directement les hominines, mais son intention était claire. Le gouvernement, ou du moins certains de ses éléments, étaient au courant de leur existence et avaient des protocoles pour gérer la situation. Parfois, dit Reynolds en se préparant à partir, la meilleure façon de protéger quelque chose est de s'assurer qu'il reste non découvert. Ne seriez-vous pas d'accord? Après son départ, Marcus appela immédiatement Emily. Ils se retrouvèrent dans un café pour discuter des implications. Étaient-ils avertis, menacés ou recrutés dans un effort de conservation non officiel? Emily avait fait quelques recherches sur Reynolds. Il existait dans les bases de données gouvernementales, mais avec un historique curieusement clairsemé. Son département était réel, mais semblait opérer en marge, impliqué dans des évaluations écologiques spéciales et la gestion d'habitats sensibles. « Je pense, » dit lentement Emily, « que nous sommes tombés sur quelque chose de plus grand que nous ne le pensions. Il ne s'agit pas seulement de quelques créatures dans les cascades. Il s'agit d'un effort systématique pour gérer la connaissance, pour garder certaines choses cachées pour leur propre protection. » Alors que le printemps laissait place à l'été, Marcus et Emily poursuivirent leurs recherches avec une nouvelle conscience de leurs implications plus larges. Ils maintinrent leur réseau de caméras, collectèrent des échantillons environnementaux et documentèrent les comportements, mais toujours avec la compréhension que leur travail pourrait ne jamais voir de publication traditionnelle. Le 21 juin 2024, le solstice d'été, ils vécurent ce qui serait leur rencontre la plus profonde. Ils campaient près du site de recherche, menant une session de surveillance continue de 48 heures. La nuit avait été active avec la faune,
des cerfs traversant la clairière, une chouette chassant à proximité, la symphonie forestière habituelle. À l'aube, ils sortirent de leur tente pour trouver 3 silhouettes se tenant au bord de leur camp. La scène était surréaliste dans la lumière du petit matin. L'individu original, à la fourrure claire, se tenait au centre, flanqué de celui plus sombre que Marcus avait rencontré en janvier, et d'une 3e silhouette plus petite qui semblait être un juvénile. Il se tenait immobile, en contre-jour, face au soleil levant, créant un tableau presque mythique. Marcus et Émilie se figèrent, retenant à peine leur souffle. Ils avaient discuté des protocoles de rencontre, mais rien ne les avait préparés à cela. 3 hominines s'approchant délibérément de leur camp, ne faisant aucun effort pour se cacher. Pendant plusieurs minutes, personne ne bougea. Les êtres semblaient les évaluer, peut-être en train de prendre une décision. Puis l'aîné, car c'est ainsi que Marcus pensait à celui à la fourrure claire, fit quelque chose de sans précédent. Il s'avança lentement, maintenant le contact visuel, et posa un objet sur le sol à environ 20 pieds de leur tente. L'objet était une pierre, mais pas n'importe laquelle. Un morceau de quartz blanc traversé de veines d'or, poli et lisse, comme par d'innombrables années de manipulation, beau, inhabituel, et certainement pas local à la région. L'être les regarda directement, maintint le contact visuel pendant plusieurs battements de cœur, puis se tourna et reconduisit ses compagnons dans la forêt. Le message semblait clair. Nous vous reconnaissons. Nous avons toléré votre présence, mais cet échange marque la fin de notre interaction. Après la rencontre du solstice, les créatures disparurent. Les caméras ne capturèrent rien d'inhabituel. Aucune trace n'apparut à leurs emplacements habituels et la forêt semblait différente, plus vide en quelque sorte. C'était comme si une décision avait été prise de se retirer même du contact limité qu'ils avaient autorisé. Marcus et Émilie firent face à leur propre décision. Ils avaient amassé des preuves extraordinaires, des séquences vidéo, des échantillons d'ADN, des moulages d'empreintes, des artefacts d'outils et la documentation d'une communication apparente. N'importe quelle revue scientifique au monde publierait leurs découvertes. La renommée, le financement et la reconnaissance historique les attendaient, mais à quel prix ? Ils passèrent des semaines à débattre, à consulter le réseau, à chercher la sagesse auprès des aînés tribaux. La communauté scientifique devait savoir que l'évolution humaine était plus complexe qu'on ne le croyait, que nous partagions le monde avec une autre espèce d'hominine, intelligente. Mais les êtres eux-mêmes avaient clairement exprimé leurs souhaits à travers des décennies de dissimulation délibérée. Le docteur Patricia Strongwater offrit un compromis. « Documentez tout », dit-elle. « Créez un dossier complet, mais scellez-le, protégez-le et ne le divulguez que si les êtres font face à une menace que l'exposition pourrait empêcher. Laissez-les choisir leur propre moment pour la révélation, si ce moment arrive un jour. » C'était une solution qui ne satisfaisait ni la pure investigation scientifique, ni le secret complet. Mais elle semblait juste. Marcus et Émilie passèrent l'été à créer une archive détaillée de leurs découvertes. Chaque vidéo, chaque photographie, chaque échantillon et chaque mesure furent catalogués et stockés dans une installation à climat contrôlé avec des contrôles d'accès stricts. Ils publièrent un article délibérément vague sur des signatures d'ADN environnementales non identifiées dans les écosystèmes des Cascades, qui satisfit les exigences académiques d'Émilie tout en ne révélant rien de significatif. Marcus retourna à sa routine de chasse normale, bien qu'il ne s'aventura plus jamais dans les vallées où il avait fait sa découverte. Grâce au réseau, Marcus et Émilie apprirent la véritable ampleur du phénomène.
La population nord-américaine était estimée entre 2000 et 3000 individus dispersés dans les zones sauvages les plus reculées, de l'Alaska au nord de la Californie. Ils vivaient en groupes familiaux, évitaient le contact humain avec un succès remarquable et avaient développé une culture adaptée à la coexistence avec une civilisation industrialisée. Des populations similaires existaient dans le monde entier. Le Yéti de l'Himalaya, l'Almasty russe, le Yeren chinois, tous semblaient être des variations régionales du même phénomène. Des espèces dominines qui avaient survécu aux côtés de l'Homo sapiens en choisissant l'isolement plutôt que l'intégration. Chaque culture avait développé ses propres stratégies de dissimulation, ses propres protocoles pour les rares interactions avec les humains. Le réseau avait documenté des comportements remarquables. Les êtres comprenaient suffisamment bien la technologie humaine pour l'éviter. Les pièges photographiques dans certaines zones tombaient en panne avec une régularité suspecte. L'imagerie satellite de régions spécifiques montrait des lacunes inexpliquées. C'était comme si la forêt elle-même conspirait pour garder ses secrets. Ils avaient observé l'utilisation d'outils, la construction d'abris et ce qui semblait être des comportements cérémoniels. Ils avaient un langage, bien que l'on ne sût pas s'il était verbal, gestuel ou les deux. Ils prenaient soin de leurs aînés et de leurs blessés, enseignaient à leurs jeunes et maintenaient des territoires avec un marquage de frontières sophistiqué. Plus remarquable encore, ils semblaient comprendre leur position précaire. Ils connaissaient la civilisation humaine, l'avaient vue s'étendre et se développer, et avaient fait des choix conscients sur la manière de réagir. Leur stratégie de survie n'était pas basée sur l'ignorance, mais sur l'intelligence. Une décision calculée que rester cachée offrait la meilleure chance de survie continue. L'expérience changea profondément Marcus et Emily. Marcus continua de chasser, mais avec une conscience différente. Il se déplaçait dans la forêt en sachant qu'elle abritait des intelligences égales à la sienne, des êtres qui observaient, évaluaient et faisaient leurs propres choix sur le monde. Son respect pour la nature sauvage s'approfondit pour devenir quelque chose qui s'apparentait à de la vénération. Il se retrouva à devenir un défenseur de la préservation de la nature sauvage, utilisant son influence dans la communauté des chasseurs pour promouvoir des protections étendues. Il ne mentionna jamais ses véritables motivations, mais sa passion était convaincante. Plusieurs zones critiques pour les populations dominines reçurent de nouvelles protections grâce à ses efforts. La carrière scientifique d'Emily prit de nouvelles directions. Elle se fit connaître pour son travail sur les corridors fauniques et la connectivité des habitats. Bien que peu de gens connussent sa véritable inspiration, qui était d'assurer que les êtres de la forêt puissent se déplacer en toute sécurité entre les territoires. Elle développa de nouvelles techniques de recherche non invasives qui avaient des applications bien au-delà de la cryptozoologie. Ces conférences commencèrent à inclure des thèmes sur les limites de la connaissance, l'éthique de la découverte et le respect de l'inconnu. Les étudiants trouvaient ces cours transformateurs, bien qu'ils ne pussent pas tout à fait articuler pourquoi. Elles plantaient les graines d'une relation différente avec le monde naturel, une relation basée sur l'humilité plutôt que sur la domination. Tous deux se retrouvèrent à faire partie d'une communauté silencieuse de protecteurs. Ils rencontrèrent d'autres personnes qui avaient eu des rencontres, qui avaient choisi le silence plutôt que la renommée. Il y en avait plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Des gardes forestiers qui réorientaient les randonneurs loin des zones sensibles, des photographes de la faune qui supprimaient certaines images, des peuples autochtones maintenant d'anciens protocoles. Ensemble, ils formèrent un réseau informel dédié à la préservation de l'un des derniers grands mystères de la Terre. Alors que 2024 se transformait en 2025,
de nouveaux défis émergèrent. Le changement climatique modifiait les écosystèmes forestiers, poussant la faune vers de nouveaux schémas. La pression du développement continuait de grignoter les bords de la nature sauvage. La jeune génération, élevée aux réseaux sociaux et à la documentation instantanée, posait de nouveaux risques pour le secret. Mais il y avait aussi de l'espoir. De jeunes militants autochtones se réapproprient les savoirs traditionnels et enseignent aux autres la coexistence respectueuse. Les groupes de conservation réussissaient à protéger de vastes étendues sauvages. Et au sein de la communauté scientifique, un changement subtil se produisait. Une reconnaissance croissante que tout n'avait pas besoin d'être étudié, catalogué et contrôlé. Marcus commença à encadrer de jeunes chasseurs, leur enseignant l'art des bois, mais aussi la sagesse. Sans jamais mentionner ces rencontres, il leur inculqua un profond respect pour l'inconnu. La forêt a ses propres citoyens, disait-il. Nous ne sommes que des visiteurs. Agissez en conséquence. Émilie prit des doctorants, sélectionnant soigneusement ceux qui montraient non seulement des aptitudes scientifiques, mais aussi une sophistication éthique. Elle guida leurs recherches vers des questions qui comptaient, tout en leur enseignant que les plus grandes découvertes résident parfois dans le choix de ne pas découvrir. Le réseau évolua également, devenant plus organisé tout en restant invisible. Ils développèrent de meilleurs protocoles pour gérer les rencontres, des moyens plus sophistiqués pour détourner l'attention du public lorsque nécessaire. Ils créèrent des plans d'urgence pour divers scénarios. Que faire si quelqu'un capturait des preuves publiques irréfutables? Comment répondre aux menaces sur l'habitat? Des moyens d'assurer la survie des êtres dans un monde de plus en plus connecté. Dans les moments de calme, Marcus réfléchissait souvent à ce que l'existence de ces êtres signifiait pour la compréhension de l'humanité d'elle-même. Nous n'étions pas uniques en intelligence, pas les seuls héritiers de la pensée complexe et de la culture. Nous partagions le monde avec des cousins qui avaient fait des choix différents, qui avaient trouvé d'autres manières d'être des êtres conscients sur Terre. Le peuple de la forêt, car c'est ainsi qu'il en était venu à les appeler, représentait une voie non empruntée. Tandis que les humains avaient choisi l'agriculture, la technologie et la civilisation, ils avaient choisi l'intégration avec leur environnement. Tandis que nous modifions le monde pour l'adapter à nos besoins, ils se modifiaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Aucune des deux voies n'était intrinsèquement supérieure, juste des expressions différentes de l'adaptation intelligente. Leur existence soulevait des questions profondes. Que signifie être humain quand l'humanité n'est pas unique? Comment devrions-nous nous comporter avec des êtres qui ne sont ni humains ni animaux, mais quelque chose entre les deux? Ou peut-être quelque chose à côté? Quelle responsabilité avons-nous de protéger leur choix de rester séparés? Ces questions n'avaient pas de réponse facile, mais Marcus trouvait l'incertitude libératrice. Le monde était plus vaste et plus étrange que la plupart des gens ne l'imaginaient. Le mystère existait encore, non pas dans un coin reculé de l'univers, mais dans les forêts juste au-delà de nos villes. L'émerveillement pouvait être trouvé non pas en conquérant l'inconnu, mais en le respectant. Alors que Marcus écrit ce récit en juillet 2025, le peuple de la forêt reste caché, son existence connue seulement d'un petit nombre de personnes qui ont choisi la protection plutôt que la gloire. Les forêts du nord-ouest Pacifique continuent d'abriter des secrets que la science n'a pas encore reconnus. Les pièges photographiques fonctionnent mal dans certaines zones. Les satellites montrent des lacunes inexpliquées dans leur couverture. Les randonneurs signalent des bruits étranges et des aperçus de choses qui ne correspondent à aucun animal connu. La pierre de quartz de la rencontre du solstice est posée sur la cheminée de Marcus, un rappel quotidien de la rencontre qui a changé sa vie. Parfois, les visiteurs posent des questions à son sujet et il leur dit que c'est un cadeau d'un ami
qui vit dans les montagnes. C'est entièrement vrai, bien que l'ami marche sur deux jambes à travers des forêts qui existent autant dans l'imagination que dans la réalité. Émilie continue ses recherches officielles tout en contribuant à la compréhension croissante du réseau de l'ombre. Les échantillons d'ADN restent en stockage sécurisé, une révélation potentielle, attendant le bon moment ou peut-être attendant pour toujours. Les vidéos sont sauvegardées à plusieurs endroits, protégées par un cryptage et des documents juridiques garantissant qu'elles ne seront divulguées que dans des circonstances spécifiques. Le réseau a grandi discrètement, son influence se propageant par des canaux subtils. Les politiques de gestion forestière ont été ajustées pour protéger certaines zones. Des corridors phoniques ont été établis qui, par coïncidence, relient des régions d'activité hominine. Des programmes éducatifs enseignent le respect de l'inconnu sans jamais mentionner ce qui spécifiquement reste inconnu. Et là-bas, dans les espaces entre ce que nous savons et ce que nous imaginons, le peuple de la forêt continue ses vies anciennes. Ils s'adaptent à notre présence comme ils l'ont toujours fait, avec intelligence, prudence et une profonde compréhension de ce que la survie exige dans un monde dominé par leurs curieux cousins. Ils observent notre civilisation depuis les ombres, peut-être avec pitié, peut-être avec soulagement de leurs choix différents, certainement avec la sagesse qui vient du fait de voir profondément, tout en restant invisible. Le véritable héritage de la découverte de Marcus ne se trouve pas dans des articles scientifiques ou des expositions de musées, mais dans le travail silencieux de préservation. Chaque acre de forêt protégée, chaque jeune personne à qui l'on enseigne le respect de l'inconnu, chaque décision de documenter sans déranger représente une petite victoire pour la coexistence. L'avenir reste incertain. Le peuple de la forêt peut-il maintenir son isolement à l'ère des drones, de la surveillance par satellite et de l'échantillonnage de l'ADN? Environnemental, le changement climatique les forcera-t-il à entrer en contact avec les populations humaines? Une future génération fera-t-elle des choix différents concernant la révélation et la protection? Ces questions animent un effort continu. Le réseau planifie divers scénarios en donnant toujours la priorité à l'autonomie des êtres. Ils ont influencé la politique à des niveaux subtils, s'assurant que certaines technologies ne sont pas déployées dans des zones sensibles, que certaines régions restent fermées au développement, que l'infrastructure du secret reste robuste. Il y a de l'espoir dans le mouvement écologiste grandissant, dans la reconnaissance des droits des autochtones, dans une jeune génération qui semble plus disposée à accepter le mystère et à respecter les frontières. Peut-être que l'humanité est en train de mûrir vers une relation avec la nature basée sur le partenariat plutôt que sur la domination. Marcus aime à penser qu'un jour, lorsque nous nous serons montrés capables d'une véritable coexistence, le peuple de la forêt pourrait choisir de se révéler, non pas comme des curiosités à étudier ou des expositions à contempler, mais comme des voisins à respecter, comme des compagnons de voyage sur le chemin de la conscience. Jusque-là, ils restent là-bas, dans les vallées brumeuses des cascades, dans les forêts profondes, au-delà de nos cartes, dans les espaces que nous avons inconsciemment accepté de ne pas regarder de trop près. Ils sont des rappels vivants que la Terre recèle encore des merveilles pour ceux qui sont assez sages pour ne pas les chercher trop agressivement, que certaines des meilleures découvertes sont celles que nous choisissons de ne pas faire. Alors que je termine ce récit, assis dans mon bureau avec la pluie crépitant contre les fenêtres et la forêt sombre au-delà, je suis frappé par à quel point ma compréhension de la chasse a changé. J'ai commencé comme un homme, cherchant à maîtriser la nature sauvage, à en tirer ce que je désirais par l'habileté et la technologie. Je pensais comprendre la forêt et ma place en son sein. Les images du piège photographique de cette nuit d'octobre ont brisé ces certitudes.
Dans les yeux de cet être ancien, j'ai vu une intelligence qui égalait la mienne, une sagesse qui la dépassait peut-être, et un choix de vivre différemment de celui de mon espèce. Je n'étais pas le super prédateur que je m'étais imaginé être, pas le summum de l'évolution, mais simplement une expression de la conscience parmi tant d'autres. La traque continue, mais c'est une autre forme de traque désormais. Non pas pour des trophées ou la conquête, mais pour la compréhension sans intrusion, pour une connaissance qui respecte les frontières, pour la sagesse de partager un monde avec des intelligences qui choisissent l'ombre plutôt que la lumière. Chaque fois que j'entre dans la forêt, je le fais avec la conscience que je suis un invité dans une maison partagée par des êtres qui ont gagné le droit à l'intimité par des siècles de dissimulation réussie. La caméra Reconyx Hyperfire 2 qui a capturé ces premières images est posée sur mon étagère, retirée du service, mais conservée comme un rappel. Parfois, je revois les vidéos, toujours étonné par ce qu'elles révèlent. Le regard direct de la créature me défie à travers le temps, posant des questions auxquelles j'apprends encore à répondre. Que signifie découvrir quelque chose qui ne veut pas être découvert? Comment équilibrer la curiosité et le respect, quand la connaissance est-elle moins importante que la sagesse? J'ai partagé cette histoire en détail, en changeant les noms et les lieux pour protéger à la fois les êtres et ceux qui gardent leurs secrets. Peut-être que quelqu'un qui lit ceci y reconnaîtra une vérité, comprendra que le monde est plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'acceptons communément. Ou peut-être sera-t-elle rejetée comme de la fiction, ce qui pourrait être la meilleure protection de toutes. La forêt garde ses secrets, et ceux d'entre nous qui les ont entrevus les gardent aussi. À une époque où chaque mystère semble soluble, chaque question répondable, chaque coin de la Terre cartographié et catalogué, nous maintenons des espaces pour l'émerveillement. Nous préservons la possibilité que juste au-delà de la portée de nos caméras et de nos satellites, d'autres esprits contemplent l'existence de manière que nous pouvons à peine imaginer. La pluie a cessé maintenant, et à travers ma fenêtre, je peux voir des étoiles émerger entre les nuages. Quelque part là-bas, dans des vallées que je ne visiterai plus jamais, des êtres marchent sur deux jambes à travers des forêts plus anciennes que la mémoire. Ils savent que nous sommes là, l'ont toujours su et choisissent de rester à part. En respectant ce choix, peut-être nous montrons-nous dignes de partager cette planète remarquable. La plus grande chasse, j'ai appris, n'est pas pour ce que nous pouvons capturer, mais pour la sagesse de savoir ce qui doit rester libre. Le peuple de la forêt me l'a appris, bien qu'ils ne le sauront jamais. Il reste le gibier ultime, non pas à être poursuivi, mais à être protégé, non pas à être révélé, mais à être vénéré, non pas à être étudié, mais à être respectés comme des compagnons de voyage dans cette étrange odyssée de la conscience sous les étoiles. Puisse-t-il rester à jamais libre, à jamais caché, nous rappelant à jamais que le mystère et l'émerveillement existent encore pour ceux qui choisissent de voir sans posséder, de savoir sans contrôler, de découvrir sans détruire. C'est ma prière, ma promesse et mon but. Être un gardien de secrets dans un monde qui a oublié leurs valeurs. La forêt observe. La forêt se souvient. Et parfois, si nous sommes très silencieux et très chanceux, la forêt partage ses vérités les plus profondes avec ceux qui ont appris la leçon la plus difficile de toutes. Que certaines vérités sont plus précieuses, non dites. Certaines découvertes plus profondes lorsqu'elles ne sont pas faites. Et certains êtres plus honorés dans leur absence qu'ils ne pourraient jamais l'être dans leur révélation. C'est la sagesse ultime du chasseur. Savoir quand ne pas chasser, quand ne pas capturer, quand laisser le mystère rester mystérieux dans un monde qui a désespérément besoin d'émerveillement.